La Dolce Vita, ce sont de vrais voyages de randonnée avec des bonnes marches à tous les jours. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de camping. Donc, on dort toujours dans des petits hôtels, des auberges. C'est valable pour tous les voyages de Dolce Vita. Donc, aussi bien l'Espagne, Canaries, Andalousie, que la Crète, la Sardaigne, Monténégro et bientôt la Grèce continentale. On en a aussi d'autres ailleurs, mais c'est essentiellement en Europe parce que ça s'y prête bien. Et on en profite le soir pour boire l'apéro en terrasse. Et bien sûr, on mange très très bien. Pas de camping, mais des auberges charmantes, de bons repas. Et bien sûr, pour toutes ces calories, on va quand même bien marcher dans la journée. Et comme ce sont des voyages de montagne, vous remarquerez que ce soit les îles Canaries ou l'Andalousie ou la Crète, ce n'est jamais plat. Donc, préparez-vous à monter et puis à descendre. Voilà. Donc là, juste un petit mot, ce sont les différents voyages en Dolce Vita. La plupart sont disponibles en liberté. Donc, le voyage en liberté, c'est qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de groupe. Vous choisissez vos dates dans la bonne période. L'itinéraire est déjà fixe. L'itinéraire de randonnée, ça, c'est déjà prévu. C'est adapter des itinéraires qu'on fait en groupe, parfois un petit peu plus facile pour éviter de se perdre. Vous choisissez vos dates. Nous, on vérifie avec les hébergements que tout est possible. Et puis, quand ça marche bien, dans ces cas-là, vous allez recevoir une carte, vous allez recevoir un topo guide qui vous explique « Ah ben tiens, au deuxième arbre, vous tournez à gauche. Puis tiens, n'oubliez pas de faire vos courses à tel endroit. On vous suggère d'aller manger là. » Enfin, c'est assez complet pour que vous puissiez y aller par vous-même. Voilà pour les voyages en liberté. Bienvenue tout le monde. Voici donc les Canaries. Alors, pour faire une histoire courte de ce voyage, c'est un voyage auquel j'ai développé avec le temps une expertise par le fait d'avoir fait quelques voyages précédemment dans d'autres contextes personnels et professionnels avant ma participation chez Caravanier. Maintenant, en intégrant l'équipe, on a décidé en construire un itinéraire qui allait dans l'esprit Caravanier, un peu comme Julie a discuté, c'est-à-dire prolonger les itinéraires, essayer d'être un minimum de temps, 12-14 jours, pour minimiser l'impact, encore une fois, du déplacement aérien, aller plus dans l'inédit, approfondir certains liens, passer un petit peu plus de temps dans chaque village. Bref, tout ça est arrivé avec une version qui, en septembre 2021, se nommait la trilogie volcanique, puisque, pardon, la trilogie insulaire, c'est son ancien nom. Maintenant, c'est la trilogie volcanique. On a changé le nom puisque vous avez peut-être vu dans l'actualité qu'il y a une éruption qui date depuis le 19 septembre sur l'île de La Palma. Alors, à l'époque, on faisait 3 îles que là, je commence à vous présenter sur la carte. L'île de Tenerife, l'île de Gomera et La Palma, mais étant donné l'intensité et l'ampleur des éruptions là-bas, eh bien, on a dû, après la COVID, après toutes bref, les bâtons dans les roues qu'on a depuis 2 ans, on a dû changer à la dernière minute l'itinéraire. Et ça a été pour le mieux, puisque ça nous a permis justement d'aller dans l'esprit que je vous parlais il y a 2 secondes, soit approfondir, rester un petit peu plus longtemps dans certains lieux. Et on est arrivé après l'expérience d'octobre dernier avec un itinéraire que je présente ce soir, qui je crois est dans sa meilleure version pour le moment. Okay, parce que tout est toujours en évolution. Si on regarde où sont les îles Canaries, alors on peut reconnaître un peu le coin nord-ouest de l'Afrique avec le désert du Sahara puis le Maroc. Donc, c'est une archipel de 7-8 îles, 8 îles pour être précis, qu'on retrouve vraiment en fait en face du Sahara occidental, au sud du Maroc. On est à peu près à 100 km. En fait, l'île la plus proche, qui est Fuerteventura, est à 100 km des côtes africaines. Okay? Et nous, les îles qui nous intéressent sont un petit peu plus à l'ouest, c'est-à-dire les 3 que je vous ai nommés, Tenerife, La Gomera, puis La Palma. Là, maintenant, c'est plus trop dans l'actualité de notre itinéraire, mais c'était la 3e qui nous intéressait. Et on est sous l'archipel de Madère qui appartient au Portugal.
Cet archipel-là fait partie de l'Espagne, donc c'est pour ça que c'est une soirée espagnole ce soir. Alors, on voit un petit peu plus proche ici les îles qui m'intéressent, Tenerife, Gomera. OK. Et il faut comprendre que le vol international pour aller là-bas se fait aller-retour sur l'île principale de l'archipel qui est Tenerife. OK. Et puis, Gomera, juste à côté, est à peu près à 50 km à vol d'oiseau. Alors, on se concentre en fait sur ces îles-là. Et là, je rezoome encore plus précisément. Donc, la thématique se fait, en fait, c'est un itinéraire de 12 jours qu'on fait sur les 2 îles, mais on va commencer sur Tenerife, bouger sur La Gomera, puis revenir après pour terminer le voyage sur Tenerife. La logistique étant qu'on arrive et on repart de l'aéroport de Tenerife Sud, TFS, qu'on voit au sud. Donc, ça implique qu'on doit revenir de toute manière sur cette île-là. Les trajets aériens ne sont pas les meilleurs au monde pour un déplacement aux îles Canaries. Bref, c'est très bien pour les Européens, puisque c'est un peu comme une destination a priori balnéaire pour les Allemands, les Anglais, même les Français, des vols directs, beaucoup d'Europe, mais pour nous, Nord-Américains, ça implique souvent une escale ou une connexion un peu longue dans une métropole européenne. OK? Donc, ça, c'est un enjeu aussi à voir, mais de plus en plus, ça évolue. Il y a de meilleurs vols qui se proposent, entre autres, tout récemment avec TAP, donc le Portugal, avec une escale à Lisbonne. Donc, si on est capable de prendre ces vols-là, tant mieux, ce qui va simplifier la chose et rendre accessible un petit peu plus la destination. Donc, 3 pôles. Maintenant, je l'appelle la trilogie volcanique. Pourquoi? Parce que faut comprendre que l'île de Tenerife, c'est elle qui... la Gomera aussi, c'est tout intéressant, mais la trilogie volcanique se fait par le fait que cette île-là a été constituée de 3 grandes éruptions. Donc, on remonte à des âges géologiques, là. Donc, la péninsule de Teno, qui a été créée par un volcan, le volcan Taïdé lui-même, et puis Anaga. Donc, ces 3 grandes éruptions-là, qui sont arrivées à des âges différents, ont constitué cette île-là. Donc, puisque je voulais garder le mot trilogie dans le nom, c'est pour ça maintenant que je l'appelle plutôt comme cela. OK? Donc, on va un petit peu plus loin. Bon, quelques petites images de moi sur les îles qui ont été récemment prises. Alors, les photos que je vous présente ce soir, c'est mes 2 derniers voyages, 2019-2021. Alors, c'est quand même récent et ça peut vous donner une idée sans trop de sélection dans le temps, qu'on n'a pas triché là, par rapport au climat ou au ciel bleu ou autre. Là, donc, ça a été pris à l'échelle de 2 voyages. Donc, tout d'abord, arrivé vers le sud, on suggère maintenant dans notre itinéraire 12 jours on fait des départs le lundi. OK? Donc, vous allez voir plus tard les dates de départ. Pourquoi le lundi? C'est pour permettre aux gens d'arriver plus tôt, soit arriver le samedi ou le dimanche, selon les scénarios, et d'aller s'échoir sur la plage. Parce que forcément, les Canaries, c'est reconnu pour ça. Donc, c'est balnéaire a priori. Donc, on s'est dit, on ne le fait pas trop dans notre itinéraire, mais pourquoi pas le faire par vous-même. Donc, je vous donne des suggestions. Vous pouvez booker votre vol, arriver plus tôt, puis vous détendre, par exemple, ici à El Médano, avec ce qu'on a vu plus tôt, la Montaña Roja, donc qui est la montagne rouge, qui est très belle et qui est un super bel environnement de détente pour se remettre du déplacement, se remettre du décalage horaire, sans être trop dans le côté cheesy ou en français fromager du voyage, du tourisme balnéaire de masse qu'on peut retrouver dans bien des endroits ailleurs, sur d'autres îles ou même sur Tenerife. Donc, notre idée, une fois que le voyage commence, tout de suite, immersion dans l'esprit qu'on veut donner, un esprit plutôt montagnard, un esprit plutôt dans l'environnement géologique volcanique que je vous ai parlé plus tôt. Donc, on se déplace automatiquement. Vous voyez au loin, là, on voit la fameuse Montaña Roja, l'aéroport de Tenerife qui est juste à côté. Donc, on se déplace à Villaflor, à 1550 mètres d'altitude environ. Petit village vraiment avec l'âme canarienne qu'on veut vous faire découvrir. Donc, 3 jours, on s'arrête et ce sera notre camp de base, entre guillemets, pour découvrir notre première attraction, le premier point fort du voyage, c'est-à-dire le parc national du volcan Taïdé. Donc, l'esprit gomérien, les villages gomériens, ça vaut la peine d'être
explorer, d'être découvert. On retrouve une influence vraiment en fait, qui est l'âme qui m'attire beaucoup là-bas, c'est-à-dire un beau mélange de culture européenne, évidemment, continentale, l'Espagne, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, puisqu'il y a eu une des vagues d'immigration très grandes depuis le Venezuela, depuis Cuba, et peut-être le rythme ou l'onde africaine. Donc, on peut imaginer, on remonte dans le temps, 16e, même voire 15e siècle, avec le commerce, le fameux commerce triangulaire, qui amenait différentes influences et différents produits à travers la métropole, l'Afrique et le nouveau continent. Alors, tout ça s'est retrouvé aux îles, puisque c'était une escale en route. Et cette culture-là mixée, métissée, est très présente aujourd'hui et très palpable. Donc, on est en Europe, oui, officiellement. On est au milieu de l'Atlantique, puis on est dans un rythme très, très, très sud-américain, décontracté, voire relax. J'aime bien dire mucho relaxo dans mon espagnol de base. Donc, voilà. Alors, le parc de Teide, le volcan, c'est celui-ci. Donc, c'est le plus haut sommet d'Espagne, 3715 mètres. On va le regarder de tous ses angles. Okay? Donc, vous allez voir même que dans l'itinéraire que je vais présenter, on en fait l'ascension. Du moins, on le propose. Okay? Alors, d'abord, on vient d'arriver, on veut découvrir les lieux, on veut découvrir cette variété géologique qui est superbe dans ce parc national, qui est un des plus importants parcs nationaux d'Europe en termes de visiteurs. Alors, il y a différents endroits qui nous intéressent. Certains endroits un petit peu trop touristiques, surchargés, on va juste y passer rapidement, comme entre autres ici, le Roque Garcia. Roque Garcia, c'est cette géomorphologie assez incisive là, qui est intéressante, qui donne des très beaux points de vue sur la montagne, mais on s'entend que c'est la balade avec les chaînes. T'sais. Mais pour aller chercher une petite photo comme ça, pour voir quand même des lieux qui sont top, ben, on y passe une quinzaine de minutes, mais c'est quand même intéressant. Donc, l'idée, c'est de se mettre un peu dans l'ambiance de cet environnement-là, puisqu'on va proposer 2 grandes randonnées dans le parc national. De un, j'arriverai avec cette fleur, de un, la montagne de... Oh, attendez. La montagne de la Guajara et le volcan Teide un petit peu plus tard. J'y reviens en détail. J'ai arrêté sur cette photo-là parce que les 2 dates qu'on vous propose, en tout cas du moins ce soir, et il y en aura d'autres parce qu'on veut faire plusieurs départs dans l'année, mais les 2 dates de mars et d'avril correspondent à peu près à la floraison de la tarinistée, qui est cette fleur endémique qu'on retrouve dans le parc, à peu près juste dans le parc de Teide, dans les îles Canaries. Et c'est une superbe fleur qui fait à peu près 2 mètres. Enfin, la plante elle-même fait 2 mètres à 3 mètres de haut. Et quand ils sont tous en fleurs, j'en ai pas beaucoup des photos comme ça, j'ai plutôt le squelette là, qui équivaut à l'équivalent d'octobre-novembre, eh bien, ça fait un paysage complètement halluciné. Et je trouve que de choisir cette période-là est un must, est un petit plus si vous avez le cœur tendre et l'esprit artistique. Voilà. Donc, attendez. Oh, je suis bloqué. Merci. Donc, première rando, la Guajara. Okay. La Guajara, l'esprit de ça, c'est d'aller vraiment voir l'immense cratère qu'on appelle la Cañada, qui est autour dans le parc en face du Teide, et d'atteindre un point de vue à 2000, presque 800 mètres d'altitude, qui est le plus beau certainement dans le parc, à part évidemment le sommet du Teide, et qui permet une petite acclimatation en vue de la montée du volcan qui va être à peu près 36 heures plus tard. Okay? Donc, première grosse marche, il peut faire chaud aux Canaries. La photo qu'on a prise là, c'est en octobre dernier et on avait un climat qui était particulièrement chaud, contrairement à l'habitude, puisqu'il y a 2 courants marins. Ça m'amène à parler de ça maintenant. 2 courants marins qui peuvent influencer, a priori, la température canarienne, c'est-à-dire d'abord les alizés qui viennent du nord, qui vont vers le sud, qui font
a priori un climat tempéré. Donc, on dit souvent aux Canaries, c'est le printemps à l'année. Donc, il y a des températures confortables entre 20 et 25 degrés. C'est parfait pour la rando, c'est sec. Il y a peu ou un peu de précipitation. Mais cette année, nous, on s'est tapé la Calima, donc qui est un courant qui vient plutôt du Sahara et qui s'en va vers le Brésil et qui apporte une masse chaude et sec et chargée même de sable et de sédiments qui arrive du grand désert. Donc, ça fait un climat qui est un peu suffocant, puis en plus, un point de vue qui est souvent un peu embrouillé à cause de cette charge de sédiments qui est littéralement le sable qui vole au-dessus de l'Atlantique pour se séchoir dans l'Amazonie. Donc, ça, c'est un phénomène qui est quand même particulier. Donc, là, dans ces cas-là, on peut s'attendre à des températures entre 30, 32, 35 degrés. Voilà. Donc, la Guajara, premier trek que l'on complète comme ça. Donc, vous voyez un peu le genre d'ambiance. On est à 2000-2500 mètres à peu près. Ça commence à être sec. Évidemment, on est en octobre, plus vers une fin de saison en termes de floraison. Donc, il faut s'attendre un petit peu plus vert pour mars et avril. Le point culminant du voyage, on le met au début parce que dans la logistique, c'était juste logique que ça se passe comme ça. Puis il faut comprendre aussi que l'esprit du voyage n'est pas nécessairement de faire, c'est pas l'aboutissement absolu de faire le Mont Teide. Le Mont Teide fait partie des grands treks qu'on aura dans ce voyage-là. Peu importe la raison pour laquelle on se donne d'aller visiter les Canaries. Donc, oui, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Ça, c'est spectaculaire en soi parce que c'est engageant, parce que vous allez voir, on va le faire de nuit, mais il faut comprendre que ce n'est pas l'aboutissement absolu. Okay? Donc, c'est un beau nanan qu'on s'offre et qui reste toujours, comprenez-le bien, sur une base volontaire. Okay? Puisqu'on peut très bien avoir des options ou tout simplement relaxer, puisque à cause de la motadine de COVID, vous voyez sur ma carte ici, Google, le refuge Alta Vista est fermé. Donc, il a été fermé en 2021, le sera certainement en 2022. En tout cas, ça augure pas bien. Mais pour nous, avec la variante qu'on a prise cette année, ça ne change pas grand-chose parce qu'on s'est juste dit, on va le faire de nuit, l'ascension, puis on n'aura pas besoin de dormir au refuge. Et puis, on va passer un peu moins de temps sur la montagne. Donc, vous voyez, on monte du côté droit de la photo, là, du côté est, Montaña Blanca, sommet en zigzag vers le refuge Alta Vista. On va vers le Comte Sommital et puis montée finale jusqu'à 3715 mètres. Tout ça peut paraître énorme, mais en réalité, c'est entre 5 et 6 heures de montée. Okay? C'est à peu près le temps que ça a pris là, cette année avec les différents rythmes. On est 2 guides là-dessus parce que je dois engager un guide officiel du Parc national. Donc, ça nous donne un peu de la marge pour des plans B. Puis ça, des plans B chez Caravanier, on aime ça. En fait, en ce moment, je suis un plan B de la présentation. Donc, c'est des photos de jour que je vous présente, mais qu'on va voir peut-être à la descente ou pas du tout, parce qu'il y aura toujours l'option de descendre en téléphérique dans cette randonnée-là. Mais puisque à l'époque, je l'ai fait avec l'halte au refuge, j'ai pu avoir des photos de jour. Donc, on voit ici la fameuse Montaña Blanca, le zigzag menant au refuge et cette superbe vue sur le grand cratère que j'ai nommé tout à l'heure, qu'on appelle la Cañada, qui est un immense cratère qui a servi éventuellement de pâturage pour les éleveurs berbères à une époque très loin, puisqu'on a compris que, étant si proche du Maroc, il y a des communautés berbères qui sont allées s'établir là. De la déportation à l'époque romaine, etc. Bref, une longue histoire, mais on se rend compte que, les îles sont habitées depuis longtemps et que cette géologie-là a pu servir à plein d'essences, à plein de raisons. Attendez, je suis déconcentré par les pop-up que j'ai. Voilà le refuge. Nous, ça va servir de nuit, là, juste pour une halte protégée des vents. OK, on va aller se choir dans un petit coin, prendre un breuvage chaud, se reposer un petit peu, puis ça sera une belle escale à mi-chemin en vue du sommet. On voit ici que le chemin est très, très dégagé, très
clean quand même, là. Donc, ce n'est pas une montée qui est très technique, il faut le comprendre. OK? C'est quand même très achalandé en temps normal. Le taille peut le fond de nuit, et ça, c'est l'avantage que nous, on va aller chercher, pour aller voir le lever du soleil, puis aussi pour éviter une trop grosse masse de personnes. Quelques petites images du refuge en temps normal. Éventuellement, ça pourrait réintégrer un itinéraire, mais pour l'instant, pour les départs de mars et avril, ce ne sera pas le cas. Il faut comprendre que pour faire une ascension de 3700 mètres, c'est quand même un trek qui est soutenu, même si le temps n'est pas si long. J'ai dit 5-6 heures, mais il y a des gens pour plein de raisons. La digestion, l'altitude, l'acclimatation, malgré qu'on y passe très peu de temps au-delà de 3000 mètres, ben, des fois, ça a ses effets, surtout des nausées que j'ai pu constater. Et puis, des fois, ben, il y a du monde qui ont la tête... Non, je ne dirais pas cette expression-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Okay? Donc, il y a des moments tough. Puis là, on est justement sur la Rambletta, là, qui est comme à 3500 mètres. C'est le moment clé pour dire est-ce que je pousse jusqu'au sommet, 45 minutes plus loin. Le soleil commence à se lever. Il y a une ambiance, une effervescence là, qui arrive à peu près à ce moment-là, parce que notre objectif, c'est d'aller voir le fameux lever de soleil. Et le lever de soleil aux îles Canaries, c'est autour de 8h, 8h15, là, selon la période de l'année. Donc, c'est relativement tard. Okay? Et ça nous donne en masse de temps pour partir pas trop tôt non plus dans la nuit. Souvent, les départs se font autour on part à 2 heures de l'hôtel, à 3 heures, on est prêt pour le trek, puis vers 8 heures, on est au sommet. Des fois, on part un petit peu plus tôt. Donc, vous comprendrez bien qu'il y a ça qui est quand même une particularité. Là. Si je n'ai jamais fait de trek de nuit à la lueur d'une frontale, là, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on propose. C'est le côté montagne qui m'habite perso, que j'ai projeté dans les Canaries. Mais ça donne des paysages spectaculaires, surtout avec les fuméroles qui sont encore actives un peu, qu'on trouve dans le cône tout en haut. Donc voilà, c'est une photo que j'ai prise cette année. Là, je trouvais que ça faisait une ambiance assez éclatée. Et la joie d'arriver en haut. Mais comme je vous dis, ce n'est pas l'esprit final du trip. Là. Ça, c'est juste du crémage, c'est juste pour le plaisir. Il y a des gens qui ont arrêté à 3500 mètres à la Rambletta, qui est la voie de descente après. OK, on n'est pas dans le spirit de Summit Bagger ici. Là. On est juste dans l'expérience de vivre quelque chose d'original. Voilà. Un peu pour tout ce paysage du parc national de Taïdé. Je continue ma présentation avec la seconde île qu'on va aller explorer, donc La Gomera. Donc, vous comprenez que ces îles-là, dans le temps, n'ont pas toujours eu un système de communication efficace entre elles et ont évolué, évidemment, de manière isolée. Donc, c'est le cas vraiment de La Gomera par sa situation géographique quand même assez à l'ouest de l'archipel, par le fait que c'est quand même 1h15 de bateau de Tenerife et par le fait que il n'y a pas d'aéroport qui desserve cette île-là, un petit, là, très, très local en bas. Mais donc, cette île-là a évolué de manière autarcique pendant des siècles. Et ça reste encore un peu l'âme typiquement gomérienne reste et présente et ça fait en sorte que, à mon avis, c'est un bijou d'îles aux Canaries. C'est une culture, comme je dis ici, endémique qu'on va apprendre à découvrir, entre autres aussi par un système de communication ou même, on peut le dire, un langage qui est un langage de sifflement qu'on appelle le silbo, les silbos, les gens qui sifflent. Donc, ça fait partie du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Cette méthode de communiquer, qui on peut se l'imaginer, remonte avant l'existence du cellulaire, avant l'existence du téléphone, où dans un climat, dans un relief si accidenté, on a trouvé une méthode de se communiquer sans devoir descendre une vallée puis en remonter une autre pour coller un rendez-vous apéro le soir. Donc, tout se fait avec un sifflement, une technique particulière. On va avoir l'occasion de découvrir tout ça. On va avoir aussi l'occasion de voir une marché dans le parc de Garajonay, donc qui est le parc national de cette île-là. Donc, on a revu le parc national de Taïdé,
parc national de l'île ici qui s'appelle Garahonaï et qui est reconnu pour cette forêt. Donc, c'est la forêt qu'on retrouve ici sur la photo, forêt de bruyère, forêt de laurier sylva. Donc, on est dans un environnement complètement végétal, complètement humide et verdoyant, ce qui est un peu contrastant par rapport à ce qu'on aura vu sur Taïdé. Et ça, c'est vraiment un phénomène intéressant. Par le fait des inversions thermiques, des courants, je vous parlais tout à l'heure, les alizés, etc., ça permet d'avoir des variations de climat très, très, très géolocalisées comme ça. Une cuisine distincte, donc évidemment, comme toute culture qui évolue de manière isolée, développe sa propre cuisine. Donc ça, pour nous, épicurien de nature, ben on tripe vraiment à vous faire découvrir tout ça. Et puis, je vous dirais que dans tout le voyage, il n'y a à peu près pas de moment où on ne mange pas canarien, ou voire on ne mange pas la spécialité ou les spécialités des îles. OK, c'est tout le long, on reste dans cet esprit-là. C'est une immersion culturelle, immersion culinaire. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose que le guide caravanier, avec le guide local que je vais vous présenter tantôt, va s'exercer de faire découvrir. Et puis l'ambiance particulière, mais ça, j'ai beau avoir des mots et tout, mais il faut le vivre pour la saisir. La Gomera, coup de cœur dans mes voyages insulaires des dernières années. On y va en image. Donc, la Gomera, vous voyez cette fameuse inversion thermique, cette concentration de deux masses chaudes-froides qui fait en sorte que ça concentre les nuages au centre de l'île, le parc de Guararonay, et qui donne toujours une espèce de mushroom, là, de nuage qui envahit le centre de l'île et qui, des fois, se met à couler dans les vallées. C'est sublime. On a quelques comparaisons de ça dans le monde. J'ai la Table Mountain en Afrique du Sud. Si vous avez déjà été là, on voit ce phénomène-là aussi. C'est intéressant. Bref, ça met tout ça dans l'ambiance que c'est distinct sur la Gomera. Sur cette île-là, on va s'établir dans deux villages, Agoulo, Chipoudé, un petit peu plus loin. Donc, on voit le nord de l'île, puis on voit le sud. Et on va voir justement à cause de l'inversion thermique, puis des courants différents, que le nord est verdoyant, le sud est très aride. Donc, on va avoir deux palettes de couleurs pendant le voyage sur la Gomera. Notre esprit, notre idée, c'est de minimiser le maximum possible les déplacements en véhicule. Okay? Donc, pour des raisons de plaisir, de pouvoir partir de l'hébergement, mais aussi pour limiter l'impact, toujours au niveau environnemental. Donc, dans la construction, dans le pensage des voyages, on a dans la dernière version, celle de 2022, là, en octobre dernier, je disais, trop de voyages là, trop de déplacements là, on chope. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est super intéressant, mais qui part le plus possible de l'hébergement? Alors, ça, c'est un exemple autour d'Agoulo. On part directement du village, puis on s'en va faire nos randos. Donc, on va rayonner sur 3 endroits et la majorité d'entre eux ont moins de 10. S'il y a des déplacements en voiture, c'est moins de 10 minutes. Fait que ça, c'est quand même trippant. Et ça nous permet, comme je vous ai dit tantôt, d'être en immersion dans le village, d'avoir ces petites références, parce qu'il y a du temps libre aussi, parce que c'est un voyage de Vita. On n'est pas sur des randos qui sont très, très, qui ne prennent pas toute la journée. Donc, on va avoir du temps pour découvrir, marcher dans le village, etc. Donc, ça, c'est un plus. Premier trek qu'on fait, donc c'est un sentier qui est un grand classique autour d'Agoulo, là, qui nous amène vers un immense point de vue qui est très vertigineux. Vous voyez, si je recule d'un pas, on regarde ça, la photo de droite, puis on se demande où passe le sentier. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on comprend oui, il se faufile là, il pentait. Fait que c'est vertigineux, non, mais c'est très aérien. C'est très ouvert, aérien, je pense que c'est le meilleur mot pour le dire. Donc, pas vraiment de crainte à avoir, mais si vous voyez, je sais pas si je passe là-dessus. Petite image de drone, là. Donc, c'est un trait qui est vraiment spectaculaire pour cet aspect-là là, de vue et aussi de panorama qu'on aura sur l'archipel des Canaries qu'on voit depuis. Donc ici, l'île de Tenerife est relativement proche. J'ai dit tantôt environ 50 km. Donc on voit l'immense Taïdé toujours à l'horizon. J'aurai des photos plus claires de ça plus tard. Donc encore une fois,
on change de palette de couleurs. J'aime ça dire ça, là, mais c'est vraiment le cas ici, là, dans ces terres très ocre, très rouges, qui vont varier la palette de paysages. On retrouve Tenerife en arrière. Vous voyez cette immense protubérance-là là, qui casse l'horizon. Il faut comprendre qu'à 3715 mètres là, d'altitude et que la distance entre le bord de mer et puis le sommet est vraiment faible, là, autour de 30 km, eh bien, ça fait dans les montagnes avec le dénivelé le plus élevé en termes de vision qu'on a. Donc, le camp de base de l'Everest, par exemple, on a à peu près ça, de distance d'altitude depuis le camp de base même. T'sais. On a la face nord du Denali et tout, puis on a le Teide qu'on va vraiment bien voir depuis La Gomera. Donc, voilà. Le trek continue. C'est toujours des boucles qu'on fait depuis Agoulo. Même chose ici, une autre boucle qui est un petit peu plus loin d'Agoulo, 10 minutes de déplacement à peu près, et là qui va nous amener dans un autre contexte, dans un contexte plutôt de découverte historique, c'est-à-dire bon, le sentier du sucre, Sendero del Azúcar, comprendre toutes les cultures qu'il y avait, pourquoi il y a eu des établissements de population dans cette région-là, les grandes époques, l'âge d'or de l'élevage de la banane, de la canne à sucre, etc. Donc, on retrouve des vestiges de ça, des anciennes fermes, des vieilles histoires. Donc, on met aussi un côté historique à nos randonnées. Et là, on va passer plus dans des environnements, évidemment, pas d'élevage, mais de culture et de petits villages qui en dépendent. T'sais. Voilà, donc souvent, c'est des vestiges de ces étalages, là, comme on appelle ça, là, la culture, comme au Pérou. Là, Hein, Julien? Des terrasses, oui, c'est ça. Donc, l'agriculture en terrasse. Ici, petite idée des randos, des fois, ben, même chose, c'est le Sendero del Azúcar, mais des fois, ça peut avoir certains aspects que moi, j'ose dire aérien plutôt que vertigineux, mais des fois, c'est très escarpé d'un bord ou de l'autre. Mais avec le soutien qu'on donne, puis le renforcement positif, je veux dire, tout le monde est capable de passer à travers ça. Toujours une boucle à travers depuis retour au village, ce qui en fait un plus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, des fois, les journées ne sont pas que consacrées à la rando. Dolce Vita, on a le temps, on veut, on trouve des petits coins sympas pour aller se baigner. Comme je vous ai dit, on n'est pas dans une approche très balnéaire, nous autres, chez Caravanier, mais quand on trouve des spots de même qui sont dans des coulées, des piscines, dans des coulées volcaniques, sur le bord des falaises de la Gomera au nord, moi, ça m'intéresse. Bon, on n'est pas les seuls à avoir ces idées-là, mais ça reste que c'est plus original que d'aller faire la saucisse sur la plage. Et ben, le choix de nos hébergements aussi, j'en reviendrai un petit peu plus tard tantôt, là, mais j'essaie vraiment de trouver des endroits qui, appartiennent à des familles là-bas, parce que c'est beaucoup des appartements ou des petits hôtels ruraux. Et j'essaie que ça soit dans les cœurs de village pour pouvoir faire les randonnées en boucle sans trop se déplacer. Puis, c'est en plus une superbe terrasse qui nous permet de voir ici les levées de soleil, parce qu'on prend le café en ce moment, eh bien, je dis oui à tout ça. Voilà, donc parc de Guararonay maintenant, Gararonay, pardon. Alors ça, l'idée, c'est de passer à travers les types de végétation plutôt comme je l'ai dit, les forêts de bruyère, les forêts de laurier silva, donc c'est d'aller chercher ce côté-là, végétation très, très, très abondante. On est dans le côté un peu quasiment forêt pluviale, puisqu'une concentration de masse nuageuse et d'humidité sur le centre de l'île. Donc, c'est très beau, c'est très différent de ce qu'on aura pu faire là. Voilà. Et là, ce trek-là, ce qui est cool, c'est qu'on part d'assez bas en altitude, autour de 400 mètres, puis on va quasiment jusqu'à l'Alto de Gararonay, qui est le sommet de l'île, et ça nous fait passer à travers 1000 mètres de dénivelé et différents types de végétation, donc pour avoir différents types de points de vue, d'ambiance sur la Gomera. Voilà. Donc, on va bientôt transiter du nord vers le sud. Je vous parlais tout à l'heure d'un contraste de type de climat. Là. Donc, on est dans l'humidité du nord. Paf, on tombe dans la
côté sec, sécheresse du sud, à partir de Chipoudé, le petit village. Et de là, encore une fois, on essaie de faire beaucoup de rando à partir même du village. Ce village-là, il fait 3 rues, puis il y a un dépanneur, tu sais. Mais il y a un très bel hôtel situé au centre. On en profite. Et puis en plus, ça s'appelle Sonia, puis elle est super. Elle te run le show, c'est incroyable. Et ce lien-là qu'on crée avec le temps fait en sorte qu'on est tout de suite bien accueilli. On casse un peu toutes les espèces de barrières qu'on peut retrouver en voyage, où là, on est un peu anonyme, individualisé. Là, c'est tout de suite chaleureux. Il faut dire, grâce à mon guide là-bas, Claudio, tout le monde le connaît et tout le monde l'accueille avec sa gang de manière très chaleureuse. Alors ça, c'est wow, un gros plus. Depuis là, quelques petits treks classiques, comme entre autres la Fortaleza, donc la forteresse, qui est un superbe trek qu'on fait, idéalement très tôt le matin pour aller voir le lever du soleil ou du moins les premières lueurs, parce qu'on se souvient, hein, le lever du soleil, c'est à 8h, 8h15, donc on a le temps. On n'est pas obligé de se lever trop tôt pour faire des treks au lever du soleil, mais ça donne quand même des superbes points de vue. Donc voilà, encore une fois, c'est des inspirations du moment à la fin d'une journée, on les prend. Là, je ne vous dirai pas quoi, mais vous pouvez deviner. Fait que c'est sûr que quand il fait 32 degrés, ben, ça finit toujours bien de finir ça sur le bord de la plage. Voilà un peu pour l'ambiance gomérienne. Et là, je reviens rapidement sur les 2 derniers petits spots qu'on découvre pour faire ma fameuse trilogie volcanique, donc la péninsule de Teno, la péninsule de Naga. Ils ont à peu près les mêmes types de végétation, mais ils sont distincts quand même. Okay? Donc, c'est assez ambigu du côté de Teno puisqu'on est vraiment entre 2 types de végétation, très sec, très humide, et des fois, c'est déterminé, c'est tranché au couteau, on va avoir des photos de ça. Et Anaga, qui est vraiment, vraiment dans un univers verdoyant et très, très humide. Donc, tout d'abord, Teno, trek en bord de mer, escarpé, on passe dans des petits villages super mignons, on fait des haltes au milieu du village, manger, des fois on peut complémenter ça avec un petit espresso ou une petite spécialité, un pastel local. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis retour, vous voyez ici, là, c'est vraiment tranché au couteau la division entre côté nord de l'île, côté sud. Avec un climat d'un bord très sec et de l'autre très, très humide. Alors, c'est vraiment comme ça sur Teno et ça nous donne des super perspectives aussi sur le massif central de Taïdé un petit peu plus loin. Et là, en contraste, du moins dans les palettes de verre, Anaga, plein de petits villages qui sont dans ce parc national. En fait, ce n'est pas vraiment un parc national, c'est là-bas ce qu'on appelle un parc rural, un parc rural. Donc, c'est une zone de préservation, mais dans lequel il y a des villages et des populations. Donc, c'est contrôlé au niveau du développement, mais ça reste habité. Donc, c'est le fun parce qu'on peut justement passer à travers. C'est des treks de village en village, finalement, qu'on fait à partir d'un endroit qu'on appelle la Laguna, donc qui est une belle ville coloniale dans le nord de l'île. Et c'est là qu'on va terminer le voyage. Et là, vous voyez, cette année, concentration de masse humide. Donc, il a fallu sortir les Gore-Tex et les couvre-sacs. Puis on était quasiment content après 10 jours de Calima et de vent sec et chaud. Alors, il faut s'attendre à ça sur les Canaries, c'est clair. Okay, donc, c'est vraiment, il peut y avoir des journées fraîches, humides, comme il peut y avoir des chaudes et secs. Là. Mais globalement, on est toujours dans une palette là, de vêtements qui ressemble à l'été. Donc, voilà un peu pour terminer. Donc, ça part très haut dans les montagnes, puis on descend en bord de mer. C'est une belle descente. Je termine avec la logistique. Donc, au niveau de la logistique, on aura du transport. Je trouve que c'est un beau photo de bateau. Donc, ceux qui ont peur du mal de mer, des choses de même, là, on est vraiment sur du gros traversier ici. C'est un catamaran, je pense, ou un trimaran. Bref, c'est super stable, malgré que ça peut quand même un peu balloter, là, mais c'est 40, selon les fois, c'est entre 50 minutes et 1h15 de traversée. On va le faire aller-retour entre les 2 îles. Donc, c'est pas si mal. Pour le reste, on est en véhicule comme ça, ce qui permet d'avoir les permis de transport avec Claudio. Donc, les assurances et tout. Donc, c'est très
personnalisé. C'est notre véhicule pour l'entièreté du voyage. On peut faire le bordel comme on veut dedans. On vit dedans. C'est un trip. Hein, c'est à nous. Puis ça nous donne toute la liberté aussi, des fois, de créer, de changer. On met un itinéraire sur papier parce qu'on considère que c'est le mieux jusqu'à temps qu'on ait la preuve du contraire. Donc, si des fois on a une création du moment, il faut savoir que c'est à date, là, parce qu'il va y avoir d'autres guides qui vont encadrer les Canaries, mais c'est moi puis Claudio qui a construit. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'agence locale, rien. C'est juste nous deux. On a conçu ça, surtout avec Claudio qui connaît les îles, parce que ça fait 20 ans qu'il habite là. Puis moi, avec mes petits voyages avec le temps, puis le thinking un peu de ce que nous, on aime, les Québécois. Fait qu'on a réussi à arriver là, avec un bel itinéraire. Puis c'est surtout ce on partage un peu la même vision du voyage, la même vision du monde. On tripe un peu ces mêmes affaires, fait qu'on fait une bonne paire. Et ça aide toujours d'être dans un climat convivial. Il faut comprendre que c'est ça. Lui, ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le tourisme là-bas, puis il connaît tout le monde. Donc, on est toujours, toujours bien accueillis, autant avec des gens comme ça, les Silbos, ou dans les restaurants. Donc, la partie aliments, nourriture du voyage sera super importante aussi. On va essayer de vous faire découvrir toutes les spécialités, donc autant au niveau dans les restos, autant au niveau de ce qui se boit. Entre autres, j'ai découvert cette année qu'il y avait plein de microbrasseries de bière. Ça, c'est génial. Puis des vins avec en tout cas, comment on dit ça? Des vignobles qui sont faits dans les flancs de volcans. Donc, c'est sur des surfaces volcaniques qui vont chercher des saveurs, des particularités uniques. Donc, ça, on explore tout ça. Puis, c'est sûr que quand tu tripes vin, quand tu tripes bouffe, ça va faire partie vraiment de l'esprit du voyage. Donc, voilà. Puis souvent, c'est soit chez nos hôtes où on est hébergé ou chez un voisin relié souvent avec la famille qui nous invite. Donc, on constitue un menu. C'est 3-4 services servis aux tables. Et puis voilà. Puis vraiment, l'expérience culinaire est partagée à travers tout le monde, même si certains plats, on ne peut pas aimer, là, mais on a assez de variété et de quantité pour que ça se passe bien tout le temps. Même chose pour les déjeuners. Donc, on est souvent en demi-pension qu'on appelle dans les hébergements. Puis le midi, c'est des lunchs qu'on soit moi puis Claudio directement en allant à l'épicerie. Okay. L'hébergement, ça varie, là, mais entre autres, ça peut être ça. Donc, on parle des fois des hôtels. Ça, c'est ce qu'on appelle un hôtel aux Canaries ou des appartements. Donc, ça varie. C'est modeste, propre, souvent avec salle de bain, toujours avec salle de bain privé. Et puis, des fois, il peut y avoir piscine ou complément autour, là, comme on voit ici. Donc, on est vraiment dans l'esprit Dolce Vita. Donc, voilà un peu pour le topo. On a 2 départs qui s'en viennent, 7 mars, 4 avril. On prend des groupes de 5 à 12 personnes. Et puis, voilà. Et puis, on est assez confiant, peut-être Julie t'en parlera, que malgré le variant Omicron, là, hein, que tout ça va se passer pour la nouvelle année. On se croise les doigts, il faut penser positivement comme ça. Évidemment, nous, on prend tout ça au sérieux, on analyse, on informe les gens, puis on verra d'ici là, mais ce soir, on est juste là pour rêver, penser à des futurs départs. Alors, voilà pour les prochains. Il y aura d'autres dates ouvertes, mais pour l'instant, on se concentre sur celle-ci. Passons à l'Andalousie. Donc voilà, en Andalousie, donc on est en Espagne continentale. Je fais un tout petit peu d'histoire ici. Les Maures, on revient au 8e siècle, les Maures ont conquis, et puis c'était donc les musulmans à l'époque, ont conquis toute l'Afrique du Nord, et toute la péninsule ibérique, Portugal et Espagne d'aujourd'hui. Dans la zone de Grenade, donc dans la région de Grenade et donc en Andalousie, c'est là où ils sont restés le plus longtemps. Ils sont restés 7 à 8 siècles. Et ça a créé en fait un impact sur l'architecture, sur la culture, en fait sur tout ce qu'on voit aujourd'hui, est fortement impacté par les 8 siècles d'occupation musulmane. Les Maures avaient aussi
apporter là-bas la culture en terrasse, un peu comme dans les Canaries, qu'on peut retrouver dans l'Atlas notamment. Ce sont des villages blancs, on va les voir. Donc, dans le voyage, on est vraiment au sud-sud de l'Espagne, au bord de la Méditerranée. On commence, on atterrit à Malaga, que vous voyez entouré ici de blanc. C'est aussi un voyage qui commence les lundis, ce qui fait que vous pouvez arriver 1 ou 2 journées plus tôt pour aller profiter de la plage, puis de Malaga, qui est une ville très sympathique. On n'y passe pas pendant le voyage, donc on vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion, de partir 1 journée ou 2 plus tôt. Puis après, on se rejoint. De toute façon, il y a un métro qui va directement de l'aéroport jusqu'au centre-ville, donc c'est hyper facile. De Malaga, on va aller fixe-clic directement. Voilà. De Malaga, on va aller dans les montagnes, qui est la zone qui est encadrée où il n'y a rien dedans. Ça, ce sont les montagnes. On va y passer 9 jours pour le trek et ensuite, on va aller visiter la ville de Grenade, qui est absolument magnifique. C'est un voyage de 2 petites semaines, c'est 13 jours. Donc, ce sont des villages blancs. La particularité donc, de cette zone-là, c'est une zone qui s'appelle les Alpujarras. C'est un petit peu touristique, c'est-à-dire qu'il y a une vallée que les touristes espagnols, parce que je ne m'attends pas à ce que vous ayez entendu parler des Alpujarras, les Espagnols vont visiter la vallée de Poqueira, qui est assez connue. C'est là où il y a le plus d'artisanat. Donc, nous, quand on a fait le repérage, on y est allé, bien sûr, puis on a regardé un petit peu autour ce qu'on pouvait rencontrer. Et on est tombé sur cet hébergement qui est dans un petit village. Alors, quand on dit petit village, dans les Alpujarras, ce sont des villages où il y a entre, allez, au recensement de 2010, à peu près, il y avait entre 16 et 220 habitants par village. Donc, on s'entend qu'on est dans des petits villages. Ici, on est à Ferreirola, 50-60 habitants, et ça va être notre premier point de départ. On va y passer 3 nuits. Dans ce voyage-là, on passe systématiquement plusieurs nuits par hébergement, comme ça on pose les valises et on n'est pas pressé pour repartir après. Donc Ferreirola, on y passe 3 nuits. C'est tenu par un monsieur qui s'appelle Sepp, qui est absolument adorable, qui est un grand marcheur. Et c'est lui qui nous a conseillé une multitude de petits sentiers qui sont très peu connus et dont on profite. On fait une boucle sur 9 jours. Donc, dans les 3 nuits, on va rayonner en étoiles. Ça permet que les randonnées ne sont pas toutes obligatoires. Si vous voulez passer une journée à relaxer, à profiter du soleil, à profiter de la terrasse ou du village, il n'y a absolument pas de problème. Les guides sont aussi complètement capables. Alors, on est 2 guides, Marie-Josée et moi. On est absolument capable de vous dire « Ah ben tiens, si vous, aujourd'hui, vous avez envie d'une petite journée, ben, accompagnez-nous, puis je vous dirai à quel moment faire demi-tour. Et là, sans vous perdre, vous pourrez faire demi-tour. » Donc, c'est le même niveau que dans les Canaries, donc un voyage niveau 2. C'est sûr que si on fait toutes les journées, puis qu'on prend les variantes les plus longues, parce que pour ceux qui en veulent un peu plus, ou si tout le groupe est un peu crinqué, puis qu'on veut des variantes longues, ben, ça va remonter le niveau. Mais si on veut que ça soit plus facile, c'est plus facile aussi. J'en profite, vous voyez les photos défilées, c'est vraiment les photos des villages. Donc, on va vraiment passer à travers les villages, on va passer d'un village à l'autre. Il y a de l'eau potable, il y a eu un gros travail d'irrigation fait à l'époque des morts dans les Alpujarras. Et tous les villages sont reliés par des canaux d'eau. C'est la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, ça veut dire chaîne de montagnes enneigées en espagnol. Effectivement, c'est très ensoleillé. Si vous y allez en juillet-août, il va faire 45 degrés toute la journée, il va faire très chaud. Par contre, en hiver, c'est enneigé. Toutes les montagnes sont enneigées. Ça s'infiltre et ça va alimenter les nappes phréatiques. Et donc, tous les villages ont des points d'eau, ont des sources, et on peut remplir facilement les gourdes, notamment. C'est de l'eau potable qui sort aux fontaines. Travail d'irrigation aussi qui est perpétué et qui va évidemment alimenter les vergers. Puis là, c'est des piments, forts ou doux, ça, il faut les goûter pour savoir. C'est ça. Mais ce n'est pas de la nourriture qui est particulièrement piquante dans cet endroit-là. C'est ça. Donc, dans nos 9 jours de marche, on va avoir 3 journées relativement faciles où on va marcher, mettons, 4-5 heures par journée, puis avec des dénivelés autour de 500 mètres, 600 mètres, positifs et négatifs, parce que ce sont des boucles. Après, on a 3 journées moyennes, où on va marcher 6 heures et 800 mètres de dénivelé. Puis, on a 3 journées plus costauds, où on va marcher 7 heures, voire peut-être même un peu plus, ça va dépendre, avec 1000-1200 mètres de dénivelé. Les kilométrages
c'est un peu moins représentatif parce que ça dépend vraiment de comment ça monte ou ça descend. Mais c'est ça, si on compte de 10 à 20 kilomètres selon les journées. L'histoire est très présente sur cette photo-là. C'est un pont qui est en fait, le réseau de communication, donc les sentiers de randonnée ont été développés essentiellement à l'époque des morts, mais en fait, il y avait quand même des moyens de communication qui datent de l'époque romaine, comme les ponts qu'on voit là. Alors bien sûr, ils ont été rétablis, rénovés, sinon on ne passerait pas dessus, mais la plupart des ponts datent de l'époque romaine quand même. Voilà. Dans ce voyage-là, on va vraiment essayer de comprendre l'essence de la région. Donc, quand je vous disais, on peut aller au bar, c'est qu'une blague à moitié, parce que aller au bar, mine de rien, ça fait partie de la vie des Espagnols. Et dans les petits villages, c'est vraiment un moyen de se retrouver. Donc, le soir, nous, on mange au restaurant. Il y a souvent le bar pas très loin. On en profite parce que c'est un moyen de rencontrer les gens sur place. Le midi, on prend les pique-niques. Donc, on fait les courses en passant dans les villages. Ça, c'est un petit village qui s'appelle Bousquistar. Le matin, on y passe. On fait les courses dans ce qu'on pourrait nous appeler un dépanneur, qui est une épicerie sur place qui est minuscule, mais où il y a tout ce qu'il nous faut pour manger. Donc, du jambon, je vous en parle un peu après, du jambon, du fromage local. Et bien sûr, on s'adapte pour les menus végétariens. On a toujours une salade. Quand on y va à 2 périodes de l'année, en automne, il y a beaucoup plus de tomates qu'au printemps. Donc, des salades de tomates, mais des salades d'autres choses aussi. En fonction de ce qu'il y a, on mange local, puis c'est très bon. Pendant les 9 jours, on ne prend pas de véhicule. Donc, on a les 3 premières nuits qu'on passe à Ferreirola, puis on revient, on fait 2 journées de circuit en étoile, puis on revient à Ferreirola. On découvre vraiment tous les petits villages autour. Ensuite, on va se déplacer, on va marcher jusqu'à un village qui est le village le plus haut en altitude d'Espagne, qui est à 1700 mètres d'altitude, qui s'appelle Tréveles, qui est spécialisé dans les jambons. Mais encore une fois, je vous reparle des jambons après, dans le séchage de jambons. Et Tréveles, on est vraiment à la limite avec le parc national. On voit ici les petites cheminées qui sont vraiment très caractéristiques de la zone. En fait, il n'y a vraiment que là qu'on voit ces cheminées à chapeau. Donc, Tréveles, on va y passer 2 nuits aussi. Et là, je vous fais une petite parenthèse sur le climat. Donc là, vous voyez, ce sont des amandiers en fleurs. Donc, on a beaucoup d'amandiers, beaucoup d'oliviers dans les vergers alentours. Pour voir les fleurs, c'est évidemment au printemps qu'on y va. Donc, on y va en avril ou en mai. On pourrait y aller même fin mars. Après mai, il fait trop chaud. Et avant ça, c'est trop enneigé. Donc, pour les fleurs et les paysages un petit peu plus verts, c'est vraiment le printemps qu'il faut choisir. Pour manger le résultat des fleurs, donc pour manger des figues, pour manger des châtaignes, ça va être plutôt, et puis c'est là où on a le plus de choix de tomates fraîches, ça va être plutôt le départ en automne. Donc on pourrait y aller, mettons, à partir de fin septembre, mi-septembre, il fait encore un peu chaud, mais ça va, jusqu'à novembre. À savoir que plus on y va tôt au printemps et plus on y va tard en automne, plus les risques d'avoir de la neige sont grands, bien sûr. Et dans ce cas-là, on va adapter un petit peu l'itinéraire pour les départs qui sont vraiment aux extrêmes des saisons. Dans la journée, il faut compter, selon quand on y va, puis selon l'altitude, on va compter entre 10 et 25 degrés dans la journée. Puis le soir, la température redescend toujours. Pourrait même faire un petit 4 degrés le soir. Donc là, par exemple, ça c'est un paysage, une photo prise à l'automne. Les paysages sont un petit peu plus secs. Et si on y était allé peut-être quelques semaines d'après, on aurait vu les belles couleurs. Et comme je vous disais, il peut y avoir des surprises. Un matin, on se réveille et puis comme on est quand même à 1700 mètres d'altitude, eh ben, il a neigé. Ma foi, c'est très joli de voir des vaches dans la neige. Donc, il ne faut pas en avoir peur, mais encore une fois, on vous fournit, comme pour les Canaries, on vous fournit une liste d'équipements très détaillée où on va prendre en considération tout ce qui peut se passer. Et puis, on fait du multicouche, on s'habille, on se déshabille. Voilà. Donc, après Tréveles, je finis la parenthèse, après Tréveles, on va monter petit à petit, on va aller au refuge. Là encore, je reviens sur la saisonnalité. Si on est trop tôt au printemps ou trop tard en automne, on ne va pas aller au refuge parce qu'on va être trop profondément dans la neige parce que le refuge, il est à 2500 mètres d'altitude.
Pour le départ d'avril qu'on a prévu cette année, dans tous les cas, on ne va pas aller au refuge, a priori, à cause de la Covid. Le refuge, on va voir des photos petit à petit. Le refuge, c'est super sympa. C'est vraiment ambiance montagnarde à fond. Et c'est le seul endroit où on n'est pas dans des chambres doubles. C'est-à-dire que ce sont des dortoirs et on est un peu collé serré. C'est le principe d'un refuge en haute montagne. Donc, à cause de la Covid, bon, on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée. Alors, à la place d'aller passer 2 nuits au refuge, on va faire les randonnées qu'on avait prévues dans le parc national qui sont un petit peu plus basses. On ne va pas faire l'ascension au Moulassen et on va à la place profiter pour faire un détour et aller voir une autre vallée. Fix, si tu peux passer les photos, je vais vous montrer des photos de cette autre vallée, un petit village qui s'appelle Castalas. Je vous avais dit que je vous parlerai des jambons. Donc, Trévélez, c'est connu pour être... Je fais une parenthèse. Moi, vous entendez à mon accent, je suis française. Je viens d'un endroit où on mange, où on produit du jambon, qui est connu. Donc, j'aime beaucoup le jambon cru. Et ça m'embête de le dire, mais celui de Trévélez est meilleur que celui qu'on produit dans ma région. Il est beaucoup moins salé. Et ça, c'est dû à l'altitude. Comme il est en haute altitude, il y a un procédé de séchage. On va visiter des séchoirs sur place, on vous l'expliquera bien sur place, mais le procédé est très naturel et il y a besoin de moins de sel. Et le jambon est excellent. Encore une fois, si vous êtes végétarien, on ne va pas vous tordre le bras pour le manger, mais si vous ne l'êtes pas, vraiment, on va en goûter. Moi, j'aime pas. Donc, on va en goûter beaucoup. Et voilà. Donc, quand on quitte Trévélez, petit à petit, on va monter, on va aller voir le parc national de la Sierra Nevada, où il y a le fameux Moulassen. Le Moulassen, c'est le sommet de l'Espagne continentale, c'est-à-dire que je pense que le Teide est justement un petit peu plus haut, mais le Moulassen, il est à 3000, presque 500 mètres. Et encore une fois, c'est exactement le même principe que ce que racontait François Xavier pour son voyage. Quand on fait l'ascension, ce n'est pas le but du voyage, c'est juste, c'est le fun d'aller faire l'ascension du sommet qui est à côté. Ce n'est pas grave si vous n'y allez pas, ce n'est pas grave si effectivement dans ce voyage-là, dans le départ d'avril, on n'y va pas. On va quand même passer voir toutes les crêtes. Si on ne fait pas l'ascension, ce n'est pas grave, ce n'est pas un gros problème en soi dans le voyage, ce n'est pas le but, on est là pour avoir du fun, puis pour vraiment faire des belles randonnées. Si on fait l'ascension, on a puis même, en fait, dans tout le parc, on a des chances de voir des bouquetins, des cabras de montañas, cabras de montes, et on est dans un univers beaucoup plus minéral, beaucoup de roches, quelques petits lacs de montagne et les sommets qu'on voit autour qui sont au-dessus de 3000 mètres aussi. Et de là, si on est chanceux, alors ça c'est le fameux refuge que j'aime beaucoup en période non-Covid, qui est très sympathique et qui est donc à 2500 mètres. Il ne reste plus que 1000 mètres à faire après pour faire l'ascension. Et le refuge, on mange super bien, on mange souvent trop d'ailleurs. C'est des grandes tablées, on mange tous ensemble au coin de la cheminée le soir, puis après, c'est des dortoirs. Donc, c'est pour ça qu'on l'a enlevé pour avril. Les chaussons sont fournis au refuge, rose pour les garçons, orange pour les femmes. Du refuge, puis du sommet du Moulassen, on voit les côtes africaines, si la météo le permet. On voit la Méditerranée, puis au loin les côtes africaines, parce qu'on est pile poil en face. Et il y a des risques d'avoir de la neige, même en avril et même en octobre, parce qu'on est haut en altitude. Bon, c'est fun. Voilà. Quand on redescend du refuge ou quand on fait la boucle un petit peu différemment, mais c'est toujours une boucle si on ne va pas au refuge, on retourne dans les petits villages et là, on va passer dans cette fameuse vallée de Poqueira, parce que la randonnée, quand on remonte la vallée de Poqueira, est absolument magnifique. C'est une de mes randonnées préférées, c'est une de mes journées coup de cœur. Et puis, ça va nous permettre d'aller voir donc ça, c'est la fameuse vallée de Poqueira. Ça va nous permettre d'aller voir les villages qui sont un tout petit peu plus touristiques. Encore une fois, c'est du tourisme espagnol. On retrouve l'eau, donc il fait un petit peu plus chaud aussi. Dans les journées, effectivement, où il fait très chaud, on peut mettre les pieds dans l'eau dans ce voyage-là, mais effectivement, il n'y a pas accès à la mer, en tout cas pas pendant le trek. Donc, évidemment, n'hésitez pas à arriver un petit peu plus tôt si vous voulez vraiment profiter de la mer, parce qu'au niveau de la mer, par contre, même en avril, on peut se baigner, et même en octobre, on peut se baigner.
j'en étais où? Donc, on retrouve les petits villages. On va profiter pour les 3 derniers jours. On se base dans un petit village qui s'appelle Boubione. Et là, on fait des randonnées à la journée, encore une fois. Puis, on profite des retrouvailles avec les terrasses. On a vu la vidéo de François-Xavier tout à l'heure où on avait cette partie où on marchait sur quelque chose d'un peu escarpé avec une superbe vue. C'est un petit peu moins vertigineux pour le voyage en Espagne. Même les gens qui étaient un peu sujets au vertige n'ont jamais eu aucun problème quand j'ai guidé, donc pas de problème là-dessus non plus. Puis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? On porte les sacs de jour, comme pour les Canaries. On se partage le pique-nique. Et si on monte au refuge, donc ça serait plutôt pour l'automne l'année prochaine ou 2023, on verra. Si on monte au refuge, dans les sacs de jour, on va rajouter juste de quoi se changer pour les 2 soirs au refuge, un drap d'auberge, sa brosse à dents. Donc les sacs sont un tout petit peu plus lourds le jour de la montée au refuge, puis le jour de la descente du refuge. Tout le reste du temps, c'est vraiment pas très, très lourd. On retrouve l'artisanat dans les villages quand on redescend, avec notamment le tissage. Historiquement, ils avaient des verres à soie. Maintenant, c'est des fils qui viennent d'un petit peu partout en Espagne. Et on va en profiter pour visiter des ateliers. Les visites, que ce soit les visites de séchoir, les visites de l'atelier de tissage, ça fait partie des moments d'échange qu'on peut avoir avec les locaux. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la randonnée. Une fois qu'on a fini de marcher, on revient quand même jusqu'au premier village, histoire de boucler la boucle. Là, le transport nous attend et on va à Grenade. Donc Grenade, c'est connu pour l'Alhambra, qui est le bâtiment qu'on voit là, qui est absolument magnifique. On revient historiquement, les Maures, donc Maures, c'est M-A-U-R-E-S, hein, pas d'erreur là-dessus. Les Maures avaient construit donc une forteresse qui est l'Alhambra, juste en dessous des montagnes, qui est une œuvre architecturale absolument magnifique. On va le visiter, on prend toute une matinée. Les Anglais, en fait, les chrétiens de l'époque, puis les Anglais, ont retravaillé certaines parties. Donc, on voit une partie ici, c'est le palais de Charles Quint, mais les palais nasrides qui sont, je pense, le plus intéressant à visiter, c'est vraiment ce qu'on va voir. L'architecture est absolument magnifique. Donc, à Grenade, on s'installe encore pour 2 nuits. On va prendre toute une matinée ou un après-midi en fonction de quand on obtient les entrées pour aller visiter l'Alhambra. Puis, vous aurez du temps libre à Grenade pour aller manger des tapas. Normalement, on va aussi voir un spectacle de flamenco traditionnel. Donc ça encore, on verra comment on peut rentrer. Puis, on va profiter d'aller boire des verres en terrasse pour l'Andalousie. Voilà un petit peu le tour pour l'Espagne. Comme je vous le disais, on le propose aussi en liberté, dans la même laps de temps. Vous aurez compris que ce soit pour les Canaries ou pour l'Andalousie, on ne voit pas tout, mais ce qu'on voit, on le voit bien, on prend le temps, et puis on a vraiment essayé de vous montrer en fait l'essence même des régions qu'on a choisies. Et vous pouvez bien sûr rester plus longtemps si vous voulez. En Andalousie, ça se fait très bien. Louer une voiture, aller visiter Séville, Ronda, Cordoue, c'est magnifique et vous n'avez pas besoin de nous pour ça.